Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver et surtout beaucoup de courage dans cette période de pandémie. En attente des jours meilleurs, il faut garder espoir, c'est le cas de le dire. Oui, de l'espoir, c'est le maître mot qui va nous accompagner tout au long d'ailleurs de cette émission, qui va nous accompagner, je vous le disais, tout au long de cette émission, c'est vrai, tant il est vrai qu'il sera souvent prononcé par le psychologue présent sur le plateau. C'est lui qui nous accompagne ce soir, fidèle de C'est le foot, il faut quand même le préciser. N'est-ce pas, Raphaël Spéronel, puisque c'est de vous qu'il s'agit. Oui, bonsoir à tout le monde. Okay. Jean-Yves Bandimon, c'est le nouveau coach de la JFVH. Elle est en direct avec nous par visio. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves. Salut. Ah, je l'entends très loin Jean-Yves. Hein, Jean-Yves Bandimon. Bonsoir Jean-Yves. Tu m'as entendu? Parfait. Tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. En visio également, Kevin Euxin, qui joue désormais avec l'équipe de réserve de Sedan. Bonsoir et bienvenue également, Kevin. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci, parfait. L'autre joueur est milieu offensif du football club de Chambly. Il s'appelle Edwin Clavier. Bonsoir, Edwin. Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Merci. À vous deux, je veux parler donc de Kevin et Edwin. Très sincèrement, un grand bravo et merci surtout de votre présence à cette heure tardive. Il est quasiment un peu plus de 2h30 là maintenant du matin dans l'Hexagone et vous honorez ainsi votre présence. Vous savez, Steve, j'ai presque envie de dire, sincèrement, le fibre du champion se singularise, par ces épreuves, comme ils sont en train de le faire en ce moment, ces deux gamins. Bonsoir, Steve. Oui, bonsoir. Ils sont surtout, dans des clubs, des structures qui vont leur permettre peut-être d'évoluer au plus haut, et donc ils sont peut-être dans une période décisive pour eux. Donc on leur souhaite un gros courage. On aura peut-être le temps d'en discuter, de parler aussi de leur parcours. Pour être arrivé déjà peut-être jusqu'à Chambly ainsi que notre club. Donc on va écouter et être attentif. Et dans cette période aussi de confinement pour eux qui est en train de s'éloigner, qui leur a permis de retrouver les terrains aussi et vont nous exprimer surtout leurs sentiments et quelle sensation de retrouver un peu du public aussi. Donc ça va être sûrement des choses qu'on va discuter et derrière Monsieur Spéronel va nous un petit peu relever les choses et les situations par son expérience. Bien sûr, la thématique de l'émission de ce soir, le confinement, quelles conséquences pour les sportifs, singulièrement les footballeurs. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, partons à la découverte de nos deux Mouliens, c'est vrai, qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. D'abord, avec toi, Kevin, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Oui, ça va très bien, Kevin? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, d'abord, dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Je sais que tu es avec l'équipe de Sedan, l'équipe réserve de Sedan. Parle-nous un petit peu de toi et puis surtout de ton parcours. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Euxin Kevin, j'ai 21 ans. Oui. Mon parcours, je suis parti à l'âge de à peu près 14 ans de Guadeloupe. Je suis allé à Aulnoy-Emery, c'était une équipe en 17 NAS. Après, j'ai fait Drancy. Par la suite, je suis arrivé au centre de formation de Clermont Foot. J'ai fait 2 ans, j'ai évolué là-bas pendant 2 ans. Et malheureusement, je me suis blessé pendant une année. Et je me retrouve maintenant à Sedan. Voilà. Oui. Alors, est-il besoin de préciser que tu es passé par le CREPS, c'est vrai, on est d'accord ? Et c'est à l'âge de 12 ans, ça veut dire que tu es parti, à l'âge de 13 ans quasiment, tu es parti justement pour tenter cette aventure. Ouais, on va dire à peu près les 2 ans du CREPS. Et par la suite, je suis allé directement dans le nord de la France. Et comment tu te sens maintenant, justement, avec cette équipe de Sedan ? Pour le moment, au début, c'était un petit peu compliqué. Parce qu'avec l'installation, c'est différent de l'Auvergne, mais pour l'instant, ça va, l'adaptation s'est bien faite et puis on a un bon groupe, on est assez soudés, donc tout se passe bien.
Alors, nous vivons d'ailleurs des moments assez particuliers, assez compliqués même. Toi, en tant que professionnel, puisque tu es considéré comme un professionnel, comment, toi, tu vis ces moments-là? Est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que tu arrives à t'adapter? Bah, c'est vrai que c'est un peu embêtant, pas seulement pour moi, mais pour tous les gens qui sont autour. Oui. Parce qu'on doit passer par des contrôles constamment et c'est vrai que c'est assez embêtant, mais on doit s'adapter malheureusement. Alors pour tous ceux qui nous écoutent là, quand tu parles justement de contrôle, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement le pass sanitaire, comment ça se passe là-bas? Bah, pour l'instant, ceux qui ont les 2 doses du vaccin, bah, ça va pour eux. Après, ceux qui ne sont pas vaccinés, justement, chaque week-end, il va falloir faire un contrôle. Il va falloir faire le test PCR pour l'instant. Et puis, après, on attend encore la décision de la Fédération française pour tout ce qui est pour la suite. Oui. Je sais que c'est une question personnelle, hein, celle que je vais te poser, Kevin, mais malgré tout, bah, tu es là pour nous éclairer un peu et surtout tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Toi-même, tu es vacciné ou pas? Non, je ne suis pas vacciné. Oui. Et alors, comment ça se passe? Alors, toi, tu fais les contrôles, comment ça se passe pour toi? Ouais, chaque vendredi, bah, on a rendez-vous à la pharmacie pour un test pour les week-ends. D'accord. Quasiment tous les week-ends? Ouais. D'accord. Bon, alors, tu fais les contrôles et qui c'est qui paye tout ça? C'est le club? Dans la charge du club. Ah oui. Bah, pour l'instant, le club, ils prennent des rendez-vous vu que c'est gratuit. Oui. Mais pour la suite, ce sera... Ah, pour l'instant, c'est gratuit? Ouais, pour l'instant, c'est gratuit. D'accord. Et c'est prévu, ce côté gratuit, c'est prévu pour combien de temps? Pour combien de temps, en gros? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais apparemment, j'ai entendu des échos comme quoi qu'à partir d'octobre, ils allaient commencer à le mettre payant. Donc, je sais pas. Steve? Non, moi je voulais surtout intervenir et pour l'instant, comme il a dit, son adaptation ça a été difficile. Oui. Est-ce qu'il a eu beaucoup de temps de jeu par rapport à justement à cette équipe de nationale? Est-ce que j'ai eu beaucoup de temps de jeu? Oui. J'ai pas compris. Oui, du temps de jeu avec l'équipe première en nationale. Non, pour l'instant, on a eu beaucoup de matchs amicaux. Oui. Mais sinon, avec l'équipe nationale, on n'a pas eu énormément de matchs. Okay. Ah non, mais tu joues avec les U19. Alors. Mais avec la réserve? Je vous entends très mal. Excusez-moi, je je vous joue entends avec la très mal. réserve de Sedan. Ou les 19. Dans quelle catégorie tu joues avec l'équipe de réserve? Je suis avec réserve. La réserve. Voilà. Ils sont en R1. Et la réserve, elle joue à quel niveau à Sedan? Ouais. À quel niveau à Sedan? Ils sont en R1. N. Oui. Rapproche-toi peut-être du micro parce qu'on a du mal à t'entendre. Ils sont en R1. Très bien. Okay. Régional 1. Okay. D'accord. Dans le concret, comment tu vois ta progression? Comment tu vois ton avenir, justement? À long terme. Tu as quand même 21 ans. Dans un premier temps, je sors d'une très longue blessure. Donc, j'essaye de me rétablir et de retrouver mon niveau de forme. Oui. Et par la suite, aller où je peux aller. C'est-à-dire, je ne me fixe pas des limites. Oui. Et puis, tant que je peux continuer d'évoluer, j'évoluerai. Je me donnerai les moyens. On va se rapprocher maintenant d'Edwin Clavier. Edwin? Oui. Oui, alors, toi, bon, tu nous parles un petit peu de ton parcours. Toi, tu as quitté le CSM et une fois que tu es arrivé en métropole, tout de suite, tu es entré avec le club du FC Chambly. Bon, alors, cette transition du CSM à Chambly, comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, ça s'est bien passé. Après, il fallait s'adapter parce que le rythme en Guadeloupe et le rythme en France, c'est complètement différent. Et puis, je suis arrivé dans un club qui avait déjà presque qu'un statut pro. Donc, il fallait avoir ça un peu sur ses épaules. Mais ça n'a pas été très compliqué parce qu'ils m'ont très, très bien accueilli. Et ça s'est bien passé pour moi.
Oui, en plus, ça fait quand même 4 ans que tu es avec ce club, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. D'accord. Et puis, tu as 18 ans, tu as le temps de voir venir un petit peu les choses, hein, c'est le cas de le dire. Oui, 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 c'est bien ça. Et qu'est-ce qui te différencie d'Edwin qui était avec le CSM avec celui qui est avec justement ce club de Chambly aujourd'hui? On va dire qu'au CSM, j'étais l'un des meilleurs. Oui. Donc, j'étais l'un des leaders. Donc, on peut dire que tout repose un peu sur moi. Je suis arrivé dans un club où je connaissais personne. Donc, il fallait que je fasse mes preuves, que je fasse ma place. Donc, après, comme j'étais déjà un leader, ça n'a pas été très difficile pour moi de m'imposer. Oui. Et aujourd'hui, c'est clair, hein, tu as des ambitions, des objectifs. Oui, oui. C'est quoi tes objectifs? Moi, c'est d'aller le plus loin possible. Si c'est avec Chambly, c'est bien, mais si c'est avec un autre club, ça sera la même chose. Donc, devenir footballeur professionnel, c'est toujours un grand rêve pour moi. Tu espères quoi? Tu espères qu'un jour, que tu sois repéré par un agent ou par un autre club? Non, pas spécialement par un agent ou un autre club. Si c'est par Chambly, comme nous on a une équipe qui est en National 1, si je peux déjà faire des entraînements et puis faire quelques apparitions avec eux, ça serait déjà très très bien. Steve? Oui, non, mais c'est déjà dans un club de famille aussi, Chambly, qui a vécu 2 saisons difficiles avec la montée et derrière un petit peu la chute de la Ligue 2 quand ils ont eu du mal à se maintenir. Donc ils redescendent, ils ont quand même le statut pendant encore 2 ans. Je crois que ça a été prolongé en plus. Donc ils ont quand même des structures, des moyens qui vont permettre d'accompagner les jeunes, te permettre de continuer à jouer et toujours t'accrocher. L'âge a maintenant de moins en moins d'importance. Donc, 2 fois, il y a beaucoup de gens qui vont te dire à 17-18 ans, c'est fini si tu n'y arrives pas. Surtout plus maintenant. Je suis et je sais de quoi je parle. Donc, par exemple, par rapport à Ivan qui a signé à 21 ans. Donc, tu vois, je veux dire, ça te laisse une marge aussi. Et par contre, il faut toujours t'accrocher et te battre et te donner à fond pour atteindre tes objectifs, quoi. Voilà, t'accrocher. Tu as la chance d'être dans un club qui est en national. C'est déjà très intéressant. C'est plus facile, peut-être, entre guillemets, que d'autres clubs qui sont déjà en D2 ou en Ligue 2 ou en Ligue 1, où il y a des exigences au niveau de la formation qui sont plus importantes. Donc, voilà, faut pas lâcher. Hein. Faut pas lâcher, mon petit. Hein. Faut pas lâcher. Merci beaucoup. Juste une question. C'est vrai parce que toi, tu es parti à 14 ans, on est bien d'accord. Quand tu es le 16e, tu avais 14 ans. Oui, c'est ça. 14 ans. Quand on part comme ça, qu'est-ce qu'on a au premier abord, qu'est-ce qu'on a dans la tête? C'est quoi? Déjà, il faut être déterminé parce que si on n'est pas fort mentalement et on n'est pas déterminé à savoir ce qu'on veut faire, on ne va jamais y arriver. Donc, comme je le dis souvent et comme on me dit souvent, il faut croire en ses rêves. Donc, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je fais en ce moment. Et quand tu vois des jeunes compatriotes, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais qui sont déjà dans l'équipe de France, est-ce que tu n'es pas un peu intéressé par cela dans ta catégorie d'âge? Cela s'entend. Oui, c'est un objectif pour tout le monde. C'est un objectif aussi de représenter la sélection. Mais après, chacun a son chemin. Donc, je suis fier pour eux et j'espère que moi aussi, je vais les rejoindre. C'est un objectif aussi. Oui. Nous avons Jean-Yves qui est en direct avec nous également. Jean-Yves Vadimon. Jean-Yves? Oui. Oui, alors... Oui, Charles. Oui, alors, en tant que coach, hein, puisque c'est vrai, il faut quand même le préciser, vous êtes désormais le coach de la JSVH. Quand vous entendez ces gamins parler comme ça, Jean-Yves, puisque vous en avez connu tellement, et surtout ceux qui ont eu cette chance justement d'évoluer au haut niveau, quand vous les entendez s'exprimer comme ça, quel sentiment qui vous habite?
Le sentiment, c'est de s'apercevoir que nos jeunes de nos jours, quand ils quittent la Guadeloupe pour la métropole, c'est qu'ils ont un objectif bien précis. On voit les deux un parcours qui est différent, qui est un parcours atypique. Et c'est ça aussi qui fait le charme du monde professionnel, parce qu'en fait, rien n'est gagné d'avance. Il faut travailler, il faut persévérer. Et c'est pas parce que Steve est là, mais l'exemple de son fils à Saint-Étienne, il est frappant. Donc c'est pour ça que comment il s'appelle, Clavier, là, il a bien dit, il faut croire en ses rêves. Et lorsqu'on croit en ses rêves, on se donne les moyens, on est sérieux, on est comment dirais-je, où on fait tout pour faire les choses comme il faut. Et puis après, vous savez, là, dans ce monde-là, c'est faire aussi de rencontres, c'est faire aussi il faut de la chance aussi, hein, faut pas se voiler la face. Et puis il y a aussi le parcours, blessure, pas blessure, il y a le club, le niveau du club, les ambitions du club. Donc tout ça fait que le jeune aujourd'hui peut réussir s'il a un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre d'avancer et de progresser pour atteindre son objectif. Et c'est vrai que le rêve de devenir pro, c'est quelque chose d'exceptionnel. On sait qu'il y a beaucoup de candidats, mais les élus très peu à l'arrivée. Il y en a très peu à l'arrivée. C'est ça. Tout à fait, absolument. Et on voit qu'en plus, avec la crise sanitaire, pas plus tard que ce midi, je discutais avec mon pote qui est le directeur du centre de Sochaux. Il me disait que par rapport au pass sanitaire, il y a quatre jeunes dont les parents n'ont pas accepté la vaccination. Tous les vendredis, ils font un test PCR pour pouvoir jouer le week-end. Oui. Alors que les autres qui sont vaccinés, les choses sont réglées pour eux, quoi. Donc là aussi, on a atteint une autre situation, une autre dimension par rapport à ce virus qui fait que il faut s'adapter et ce qui fait que nos jeunes, par rapport à cela, ça leur crée une difficulté supplémentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, en métropole, c'était une saison blanche pour le monde amateur. Donc, ils n'ont pas joué au ballon, alors que nous, ici, on a joué quand même jusqu'à fin avril, quoi. Donc là aussi, c'est pareil. On vit une situation qui est complètement différente et compliquée surtout pour nos jeunes qui sont dans un circuit. Ils ont attaqué un circuit qui fait que ça ne va pas être aussi simple que cela. C'est parfait, Jean-Yves. D'ailleurs, vous avez touché du doigt cette réalité et juste ébauché un petit peu cette thématique que nous allons développer avec Raphaël Spéronel. Cette thématique de cette émission, le confinement, quelles conséquences pour les sportifs, singulièrement le footballeur. Voilà une thématique, Raphaël Spéronel, qui, c'est vrai, dans ces conditions, dans l'école que nous vivons actuellement, extrêmement compliquée. C'est extrêmement compliqué. Alors pour les footballeurs, comme tous les sports collectifs, hein, on va rester sur le football, puisque par définition, ce qui va avec le confinement, c'est la distance sociale, donc la distance physique, c'est la rupture des chaînes associatives, c'est la rupture des interrelations et de la notion même de collectif. Et donc, par rapport à ça, un frein à tout ce que pourrait apporter justement la dimension collective du sport. Donc, on a là quelque chose qui, pendant 2 ans, a véritablement sinistré le monde du sport collectif en étant à l'antithèse, à l'opposé, diamétralement opposé à ce qu'il faut pour créer cette valeur ajoutée et ce milieu enrichi qui permet à cette filière d'excellence, on l'a vu, pour ces jeunes de fonctionner. Donc c'est un véritable traumatisme social qui va ensuite impacter profondément les relations interpersonnelles et qui par la suite va impacter aussi les jeunes dans leur progrès, dans leur schéma. Hein, Monsieur Vadimon le disait, pendant plus d'1 an, le sport amateur n'a pratiquement pas fonctionné, même si en Guadeloupe c'était un peu mieux. Et donc il y a quelque chose là qu'il va falloir rattraper. Ouais. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, Raphaël Spéronel, sur le plan psychologique, bien entendu, est-ce que ça ne va pas est-ce que ça ne va pas jouer un rôle déterminant dans le fonctionnement même des joueurs par la suite? Oui, ce sera un facteur de sélection. Ça veut dire qu'il y en a qui vont arriver à dépasser ça,
toujours pareil. Ils vont cravacher, ils vont en mettre encore plus, et ce sera une expérience encore plus qu'ils vont dépasser, qui va littéralement les transcender. Il y en a chez qui ça va donner un coup d'arrêt au développement, puis il y en a qui vont patauger. Tout ce qui arrive au monde sportif, on parle des footballeurs, c'est expérience, et ces expériences-là, il faut les dépasser. C'est une épreuve de vie, c'est une épreuve de circonstances, et donc face à cette épreuve-là, il faut faire face. Ça a bien été dit par de différents jeunes, ils font face, ils dépassent, ils travaillent. Alors, dans un premier temps, il y avait beaucoup de travail personnel qui était fait un petit peu en compensation, avec des coachs individuels, des choses comme ça, pour se maintenir en forme. Ça, c'est possible quand ça dure 2-3 mois. Maintenant, quand ça va au-delà de ça, il faut de la niaque. Il faut de la hargne, il faut être pugnace, il faut s'accrocher, continuer à croire, aller vers son rêve, vers ses rêves, et puis foncer. Et c'est ce qu'ils ont presque tous fait. Alors, il faut quand même dire que pour ceux qui sont déjà dans les filières un peu d'excellence, dans ces espèces de filières qui les amènent vers le sport, tout était quand même organisé pour traverser cette période-là. C'est beaucoup plus difficile pour les gens qui sont un petit peu tout seuls, les sportifs qui sont un peu tout seuls. Moi, je connais beaucoup de gars qui ont décroché parce que, quelque part, il n'y a pas eu le soutien qu'il fallait. Oui, parce que l'élément important justement dans cette affaire, c'est l'exigence en quelque chose du pass sanitaire. Alors, bien sûr, le pass sanitaire, ça va probablement s'étendre pour tout le monde, mais avant tout, c'est la pugnacité. Ça veut dire s'accrocher à son... On appelle ça en psychologie le gradient de but. Qu'est-ce que tu veux ? Où veux-tu aller ? Et tous les paliers qu'il va y avoir avant, ce sont des épreuves qu'il faut traverser. Pour le sportif individuel, il peut continuer à travailler d'une certaine manière et à s'entraîner. Pour le gars qui va être dans le sport collectif, il ne faut pas qu'il attende la reprise de la saison pour se remettre au boulot. Il faut qu'il se maintienne en forme. Il faut qu'il fasse ses katas ou ses entraînements et il faut qu'il puisse être aspiré par le but qu'il veut atteindre, pour l'aider à passer les périodes de turbulence. Parce que c'est une expérience pour eux à vivre, et une expérience qui va faire les hommes de demain. Parce que ceux qui arrivent à passer le cap là, même mentalement, on parle entre guillemets, comme on a dit, on est en période de guerre, mais ceux qui ont vécu, les hommes de demain qui ont vécu des expériences comme ça, ils s'accrochent à des choses différentes. Donc après, on fait des hommes de demain différents. Donc on a affaire à d'autres personnalités. Donc des jeunes qui vivent cette situation, après, à 30 ans, ça ne sera pas les trentenaires des autres générations. Donc, ça sera d'autres personnes, parce qu'ils auront vécu une expérience unique, on va dire. Donc, c'est très difficile, mais il y a deux sources de motivation. Il y a deux sources de motivation auxquelles on peut s'accrocher. La première source de motivation, c'est ces jeunes, c'est ceux qui sont poussés. Et on voit bien quand ils partent poussés par qui ? Par eux-mêmes. C'est fini là maintenant. Ouais. Ils sont bons. Ils ont déjà fait leur choix. Il faut qu'il y ait quelque chose, une énergie puissante qui les pousse à faire face à l'opposition, à faire face à l'adversité et à continuer à progresser, même si l'environnement est turbulent. Ça, c'est le premier aspect. Et il y en a d'autres qui ne sont pas poussés, mais qui sont aspirés par le but. Ils se voient, ils voient où ils veulent aller. Entre les deux, entre ceux qui sont push et ceux qui sont pull, il faut qu'ils trouvent leur équilibre. Vous restez avec nous, chers amis téléspectateurs. Eh bien, nous marquons une pause pour l'heure dans cette émission. On se retrouve tout de suite après. Retour en plateau avec les invités et puis surtout ceux qui sont en visio avec nous. Raphaël Spironnet, vous parliez de quelque chose, vous disiez quelque chose tout à l'heure. Oui, parce que ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes, l'important c'est que ça dure. Et ça dure trop longtemps. Si un événement vous arrive, c'est 3-4 mois, on peut s'adapter, on peut trouver des ajustements. Mais quand ça dure comme ça 1 an et demi, les cartes sociales, de programmation sociale se délitent. Et donc beaucoup de jeunes vont décrocher par manque de souffle. Là, on n'est pas dans un sprint, on est dans un marathon. Il faut tenir. Il faut tenir la motivation, il faut tenir l'espérance. Et pour tenir, il faut s'accrocher et pouvoir trouver des valeurs qui vous permettent de rebondir à chaque fois. Donc beaucoup de jeunes ont décroché. Les clubs même, justement parce qu'il y avait le confinement, parce qu'il y avait la distance, etc. Et puis n'avaient pas les moyens non plus de créer une simulation permanente pour ces jeunes-là. Et donc on a eu beaucoup de problèmes et le redémarrage va être difficile. Oui, ça va être difficile.
difficile. Et peut-être Jean-Yves Vadimon, vous qui suivez au quotidien d'ailleurs, eh bien les joueurs, voilà plusieurs mois, hein, c'est vrai que le sport est en arrêt total, on connaît, c'est vrai, là aussi, les raisons. Alors quelles peuvent être les conséquences selon vous pour le sportif, Jean-Yves? Alors, ce que je dirais, c'est que nous sommes face à une situation qui est totalement nouvelle. Oui. La saison dernière, elle a démarré. On a joué. Ensuite, on a eu cette variante ce variant qui est arrivé, qui a fait qu'on s'est arrêté de façon prématurée. On n'a pas été au bout de la saison. Là, la différence, c'est que on a débuté la saison. On a débuté, enfin, la préparation. Et puis, boum, on te dit qu'on ne peut pas continuer. Nous sommes à l'arrêt parce qu'il y a confinement, il y a couvre-feu 19h, etc. Donc, résultat, là, les joueurs te disent que la difficulté qu'il y a, c'est de ne pas savoir dans combien de temps allons-nous reprendre. Là, on a eu un premier confinement qui a été prorogé jusqu'au 19 septembre. Ensuite, après le 1er septembre, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre? Quel protocole qui sera mis en place? Passe sanitaire, pas passe sanitaire. Et ensuite, par rapport à cela, c'est que les joueurs, ils se posent la question en se disant, est-ce qu'il va falloir qu'on redémarre à zéro par rapport à ce qu'on avait déjà fait puisqu'on avait démarré le 19 juillet, donc juillet jusqu'à début août, on a déjà pas mal entamé sur notre préparation physique, mais c'est surtout de savoir ce qui va se passer après. C'est l'après qui nous interpelle. Et puis bon, malgré tout, nous sommes sur un groupe WhatsApp avec les joueurs, donc nous sommes en contact. Nous savons très bien que certains, avec le travail personnel qui a été remis, à savoir 3 séances à faire tous les 2 jours sur la semaine. Oui. Certains vont à la mer, certains vont courir, d'autres ils arrivent à faire un sué tant bien que mal avec un petit groupe de copains du quartier. Donc tout ça permet de maintenir l'activité. Mais en fait la compétition qui est le moteur de tout cela, ce moteur-là, il est à l'arrêt et quelque part psychologiquement, c'est difficile et on ne sait pas dans quel état psychologique allons-nous retrouver nos joueurs à la reprise. Puisqu'en plus, on ne sait pas trop au niveau du calendrier ce qui sera mis en place. Coupe de France, pas Coupe de France, oui. Coupe de la Guadeloupe et Gnagna qui ne s'est pas terminée, allons-nous pouvoir la reprendre? Et puis surtout le calendrier de championnat. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Alors c'est vrai qu'actuellement la Ligue travaille en concert avec la Fédération pour savoir quel protocole qui sera mis en place. Alors certaines personnes s'interrogent, est-ce que nous ne pourrions pas remettre le huis clos par rapport à la saison dernière, sauf que là cette année, la fin de la 4e vague, le variant il tue, il nous a tué, on a eu beaucoup de décès, donc ce qui fait que cette situation que nous n'avions pas connue la saison dernière, elle est très perturbante et ça perturbe tout le monde et au niveau aussi bien au niveau de la société que dans les clubs. Alors pour les seniors, on avait déjà repris, mais il y a les jeunes derrière. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous organiser tout ça pour la reprise? Vous avez vu que l'école a retardé sa reprise, la rentrée scolaire, et il paraît que ce ne sont pas tous les gamins qui vont pouvoir entrer en temps et en heure. On parle de distanciel, etc. Donc, vous voyez que la situation est très compliquée, mais vraiment. Et puis, je crois qu'au-delà de tout ça, la santé quand même demeure la priorité en cette période et c'est vrai que pour nous sportifs dans les clubs on a vraiment envie de reprendre. C'est vrai que on range notre frein quelque part. Oui, mais c'est vrai, Jean-Yves Vadimon, je crois qu'il faut garder un brin d'optimisme quand même, puisque vous le disiez, hein, et ça je peux le confirmer, que la Ligue travaille, c'est-à-dire les 3 ligues, des 3 DFA travaillent ensemble. D'ailleurs, nous avons reçu le mercredi dernier ces 3 présidents de Ligue qui font un travail de concert. Et aussi, il y a un comité de Ligue qui va se réunir demain
justement, demain soir. Et à l'issue de cette réunion, peut-être qu'il y aura des choses nouvelles qui sortiront. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté au niveau de la Ligue de faire en sorte à ce que les choses redémarrent. Mais ce sont des situations sanitaires, spirituelles, qui s'imposent. Bon, on n'y peut rien. C'est un petit peu ce que disait Jean-Yves. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on demande maintenant, il faut que les gens maintenant s'installent dans l'incertitude. L'incertitude devient la règle. Or, par définition, quand l'incertitude devient la règle, le collectif part à la ramasse. Ça veut dire que le vivre ensemble, l'être ensemble n'est pas alimenté. Les forces vives, les forces symboliques, les formes de convivialité, d'empathie, tout ce qui alimente, parce que le foot, c'est le physique, mais aussi c'est un état d'esprit, c'est aussi une manière d'être, c'est aussi une intelligence collective qui fonctionne. Donc toutes ces choses-là, il faudra les refaire travailler après. Alors, on a un minimum de réflexes qui sont déjà mis en place, mais un an et demi, c'est énorme. Et donc, il va falloir qu'on retravaille. Bon, les entraîneurs connaissent ça très bien, les coachs connaissent ça très bien. Il va falloir donc mettre en place les bases d'un renouveau. Et puis, cette expérience a été vécue collectivement. Donc, il faut la traverser, il faut la transcender, il faut la dépasser. Et il faut retrouver de quoi aussi redémarrer. Parce qu'à côté de ça, comme a dit effectivement Jean-Yves, il y a eu quand même des morts, assez souvent proches de nous. Donc, il y a tout un jeu. Il y a la complexité d'un côté, qui alimente avec des réseaux différents le vécu quotidien de tout le monde. Et puis il y a l'incertitude qui déstabilise toutes les catégories traditionnelles de penser, de vivre ensemble et de fonctionner ensemble. C'est pas terrible, quoi. Alors, franchement, quand on analyse la situation, il y a énormément d'interrogations, à savoir, par exemple, est-ce que véritablement le sport, ça va démarrer ? C'est une question. Oui, ben, en même temps, on se dit, bon, le problème, c'est le prix à payer. Oui, ça va démarrer. Bon, on va pas rester toute notre vie dans cette situation-là. Sauf que l'addition risque d'être lourde et que derrière ça, il va falloir reconstruire du lien social. Il va falloir reconstruire des habitudes, des contrats de vivre ensemble. Et ça va prendre du temps. Mais en même temps, hélas, comme on dit souvent pour les survivants, tous ceux qui vont survivre à cette épreuve-là, quelque part, on espère qu'on sera plus fort ensemble. Si. Ouais, alors, la complication qui va se faire, ça va être toujours le problème que la Ligue dépend aussi de la Fédération française et de ce qui était mis en place. Et donc, en France, c'est déjà mis en place le pass Covid. Donc, le problème, c'est que la situation va bloquer là, à ce niveau-là. Parce que de toute façon, les rencontres ne pourront se faire que s'il y a le pass Covid. Donc, les joueurs donc ça va bloquer. Alors peut-être entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, ils vont essayer mais il faudra faire une demande au niveau de la Fédération française. Oui, il faudra faire une demande. Il y a des nouvelles harmonisations qui vont se mettre en place. Mais on voit bien déjà l'état social, l'état sociopolitique des situations locales. Il est clair que les ajustements ne seront pas si spontanés que ça. Oui. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que certainement qu'on sera obligé de s'aligner sur les règles de la Fédération française, ça c'est sûr. Mais étant donné qu'il y a un groupe de travail qui se fait actuellement au niveau des 3 départements parce qu'ils ont besoin d'un petit peu d'aménagement, moi je pense que peut-être qu'ils obtiendront quelque chose. Moi je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut... Ça, on dépend de l'ARS. C'est ça, le débat, c'est entre le droit commun et puis les réalités territorialisées. Ce débat-là, on en parle pour le foot, on l'a dans un tas d'autres domaines de la réalité locale par rapport à la réalité globale. Et c'est pas encore bien équilibré. Pour le football, quoi. C'est général. Non, il y a quelque chose qui est réactivé. Il y a une question qui est posée aux entités, aux identités locales par rapport au global. Et là-dessus, le foot, bien sûr, le foot qui est symbole de la société, porte aussi ces dichotomies-là. Alors, Jean-Yves, justement, dans cette période, j'ai envie de dire, pour le moins oxygène, est-ce que l'on peut garder espoir de retrouvailles sur le terrain, par exemple ? Oui, je pense, puisque bon, on a entendu que les chiffres baissent, on pense valablement que le variant va s'en aller et que nous aurons une bonne situation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à l'activité proprement dite, il y a une loi de la République qui a été votée qui est le pass sanitaire. Donc, alors, la difficulté que nous avons dans les 3 DFA,
c'est que la vaccination n'a pas remporté un franc succès. Donc on a de nombreux pratiquants qui ne sont pas vaccinés. Donc on est confronté à une difficulté par rapport à ce pass sanitaire qu'il faudra mettre en application, puisque pour pouvoir jouer les matchs de compétition, il faudra présenter donc soit la vaccination, les 2 doses, soit un test PCR de 72 heures négatif, ou alors de pouvoir justifier d'avoir été positif à la Covid. Et donc à ce moment-là, vous avez un document qui est valable 6 mois. Donc ça fait, voilà le schéma sanitaire que le footballeur, enfin que le sportif devra présenter à la reprise. Donc vous voyez que là, on est face à une autre difficulté et qui va faire que quelque part, il faut que les clubs se mettent au diapason, que les pratiquants se mettent au diapason, parce qu'en plus, il l'a dit tout à l'heure Kevin, c'est que le test PCR, il sera payant à la mi-octobre. Il pourrait être remboursé seulement si tu as un certificat médical, une ordonnance de ton médecin. Alors vous imaginez, chaque semaine, vous irez voir votre médecin qui va vous donner une ordonnance de façon à vous faire rembourser le test PCR. Donc arrivé à un moment, ça va pas le faire. Alors sur 15 jours, 3 semaines, on peut faire les tests PCR, voilà. Mais vous imaginez, sur une saison, ça va, au bout d'un moment, le joueur, il en aura marre. Alors, et tout à l'heure, on parlait de reprise. Alors, soit le joueur, il va finir par accepter la vaccination, ou alors il va peut-être s'arrêter. Donc, vous voyez qu'on est face à une problématique qui est aussi différente. Et c'est la raison pour laquelle les 3 présidents des ligues Guadeloupe, Martinique, Guyane ont fait appel à la Fédé, donc la réunion effectivement aura lieu demain, pour justement démontrer cette difficulté, cette spécificité que nous avons particulière dans nos 3 îles, parce que malheureusement, si les joueurs n'ont pas ce pass sanitaire, ils ne pourront pas prendre part au match. Donc vous voyez que ça va pas être facile, cette situation. Mais c'est vrai que quand on discute avec les joueurs, tout le monde a envie de reprendre, tout le monde a envie de retrouver une vie normale, de retrouver les sensations de se retrouver, quoi. C'est surtout ça. Parce que là, pour l'instant, chacun chez soi, on respecte le couvre-feu, on respecte la limite des 5 km, sauf pour aller travailler. Donc tout ça fait qu'on est quand même dans une situation un peu anxiogène, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Mais bon, oui, on a les raisons d'être optimiste dans la mesure où les chiffres, le nombre de cas est en diminution. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est toi, Kevin, ou alors Edwin, mais il y en a un de vous deux qui s'est trouvé dans ce schéma, c'est-à-dire qui était positif et qui finalement bénéficie de ces 6 mois, de ces 6 mois de validité, quoi, de validation, si je puis m'exprimer ainsi. C'est toi, Kevin, ou Edwin? Oui, donc j'ai été positif au début août. Donc là, ça fait presque 1 mois et demi que j'ai mon pass sanitaire. Donc il sera valable jusqu'à fin février. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer après? Après, il sera plus valable. Donc c'est soit faudra que je me fasse vacciner, ou soit continuer à faire des tests PCR en sachant qu'ils seront bientôt payants. As-tu fait ton choix déjà? Pas totalement. D'accord. Pas totalement. Pour l'instant, je profite de mes 6 mois que j'ai, et après on verra. Bien sûr. Alors, Jean-Yves, justement, cette somme d'incertitudes, est-ce qu'elle est difficile à gérer pour vous qui êtes entraîneur? Que je pense que la difficulté, c'est qu'en ayant sondé les joueurs, certains sont d'accord, d'autres sont opposés, et d'autres ont eu le Covid, comme Edwin, donc ils vont pouvoir bénéficier de ce pass pendant 6 mois. Mais je crois
je voudrais pas dire autre chose qu'on ira vers la vaccination si on veut avoir une activité normale, je pense, hein, surtout pour les seniors. Alors peut-être que chez les jeunes, on aura peut-être une dérogation par rapport à cela, mais en tout cas pour les seniors, on y va tout droit. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en métropole, le foot professionnel, le foot dans les centres de formation a repris, et tous, ils étaient obligés d'adhérer. Alors vous allez me dire que c'est le monde pro, mais ils étaient tous obligés contraints d'adhérer à ce schéma sanitaire pour pouvoir reprendre l'activité. Hein. Donc alors nous, je ne peux rien dire de plus que de cela. Attendons de voir ce qui va être décidé par la 3F avec nos ligues et savoir quel protocole qui sera mis en place. Mais je pense que raison gardée, on ira vers la vaccination. Oui, mais je crois qu'on Raphaël Spironnet, je crois qu'on ira tout droit peut-être vers. C'est le, je sais pas comment dire. Il y a deux manières de voir. Soit on peut dire c'est la conclusion de cette espèce de rapport de force qu'il y a dans ce débat-là, où c'est une espèce de fatalité qui se met en place chez les gens, même s'ils n'adhèrent pas spécialement par la raison, mais on y arrivera par la contrainte, hein, c'est à peu près sûr. Ouais. C'est dommage. Après, il y a quelque chose de dur aussi pour le football amateur, et surtout ici. C'est qu'il y a une compétition qui doit se dérouler rapidement, c'est la Coupe de France, qui donne la chance aux amateurs justement. Donc il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées aussi pour être sûr d'avoir quelqu'un. On parle de peut-être les 4 meilleures équipes ou 5 meilleures équipes et faire à la fin peut-être pour retrouver un peu ce parcours et avoir au moins une équipe qui puisse faire la Coupe de France. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est vraiment, quand on est joueur ou quelque chose, c'est une compétition qui nous permet de jouer à un niveau au-dessus au moins une fois dans la saison. Donc c'est vrai que c'est dommage. Et je pense que c'est la motivation première aussi des joueurs. Alors vu le retard... On espère que ça va... Oui. Mais justement, vu le retard que l'on a pris là, concernant d'ailleurs la Coupe de France, j'ai comme impression qu'on fera l'impasse sur le premier tour de la Coupe de France. Ah ben le premier, c'est sûr. C'est les autres derrière. Parce que là, on reprend le 19. Clair. Donc on aurait dû déjà reprendre depuis le mois d'août. Donc ça veut dire qu'on va perdre 2 mois. Parce que même si on reprend le 19, les compétitions ne vont pas reprendre de suite. Donc ils vont reprendre peut-être même 15 jours après. Donc on sera début octobre. Donc pour rattraper 2 mois, un peu plus de 2 mois de compétition, ça fait 4 rencontres tous les week-ends. Enfin 4 rencontres. Donc ça va être dur de les rattraper. Donc on va voir, peut-être qu'il y aura des matchs à répétition. Dans le cas où ça va mieux, et comme on a dit, si tout le monde adopte le pass sanitaire. Oui, justement, Jean-Yves, est-ce que l'on peut espérer qu'il y aura, pourquoi pas, des stratégies diverses de déconfinement progressif, je peux appeler ça comme ça. Si c'est le cas, eh bien ce retour à l'entraînement, comment serait-il? Comment ça va se passer selon vous? Est-ce que ça peut être disons possible? Que l'entraînement reprendra de façon progressive. Hein. Il est évident que les joueurs n'ont pas complètement arrêté parce qu'on leur a remis quand même une feuille de route. Alors, on pourra vérifier s'ils l'ont fait ou pas. Mais je pense que globalement, pour avoir discuté avec les joueurs, tous, ils ont maintenu leur activité. Ils font les séances, ils font des suées. Et ensuite, après, nous, je pense que la Ligue rapidement nous donnera le calendrier, sortira le calendrier pour nous permettre d'attaquer la saison. Mais pour revenir à la Coupe de France, on a vu que le week-end dernier, en métropole, il y a eu de nombreux clubs amateurs qui ont déclaré forfait parce qu'ils n'étaient pas en règle. Ils n'étaient pas en règle avec le pass sanitaire. Donc, et sachant que la Coupe de France est une compétition nationale, est-ce que la fédération nous accordera une dérogation pour jouer sans pass sanitaire? Ça, je ne le pense pas.
Et ensuite, il ne faut pas oublier que la Coupe de France, ça va être dur. il y a une date butoir qui est mi-novembre. Donc, il faut que si on n'a pas les qualifiés à cette date-là, ça voudra dire qu'on n'a pas eu le temps de faire les matchs. Alors, est-ce qu'on va faire formule tournoi? Est-ce qu'on va faire formule accélérée avec deux matchs semaine, etc. Je crois que tout est possible. Maintenant, après, tout va dépendre à quelle date allons-nous reprendre. Est-ce que le 19 septembre, tout sera réglé et que le préfet va stopper le confinement et va nous permettre de reprendre l'acte? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il est interdit de jouer, de s'entraîner de façon collective. On peut le faire qu'à titre individuel. Donc, vous voyez bien que tout cela va dépendre de la décision préfectorale. Il y a une excellente nouvelle quand même que je vais peut-être vous annoncer. Dimitri Foulquier, ça vous parle un petit peu? Oui, Valence. Oui, qu'il est parti avec Valence. Je l'ai eu cet après-midi. Je suis des traces d'Angloma, alors. Ah oui. Illustre. Non, mais je l'ai eu cet après-midi, d'ailleurs, vous voyez, quelques images qu'il m'a fait parvenir. Ben oui, il a signé pour 4 ans avec l'équipe de Valence. Et puis, ce qui est important, c'est que lui, il pense à la Guadeloupe. Et puis, il pense à la Guadeloupe. Et puis, il pense aussi à l'équipe de France. Pourquoi pas, malgré son âge, parce qu'il a quand même 28 ans. Mais c'est quand même quelqu'un après droit, voilà, après Grenade. Voilà. Mais bravo en tout cas à Dimitri, et qui sera en Guadeloupe très prochainement, et certainement qu'il sera notre invité, en tout cas sur le plateau de Canal 10. Alors, nous arrivons quasiment à la fin de cette émission. Raphaël Spironel, une lueur d'espoir, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vais me retourner sur les deux petits jeunes qu'on avait tout à l'heure, parce que c'est eux l'espoir. Oui. Alors, ils sont superbes, parce que, il est 2h, 2h30 du matin en France, ils sont là. Voilà. Donc ça déjà montre bien leur motivation, le fait qu'ils soient accrochés. Ils sont déjà, et c'est ce que je tiens à leur dire, dans une filière, ce que j'appelle une filière d'excellence. Donc il faut absolument qu'ils s'accrochent. Il faut absolument qu'ils se trouvent des motivations supérieures, qui traversent cette période de turbulence et qu'ils arrivent, qu'ils puissent flirter un petit peu avec leur objectif. Maintenant, sur le problème effectivement du pass et compagnie, il est clair que tout va se positionner par rapport à la règle du jeu, mais je rappelle qu'on est en sport collectif et que la règle du jeu, c'est pour tout le monde. Ouais. Kevin, tu es là toujours? Avec Kevin et Edwin. Kevin et Edwin, ah oui, voilà. Mais Kevin, en tout cas, merci en tout cas pour ta présence. Tu as envie d'ajouter quelque chose, peut-être de dire quelque chose à tes compatriotes guadeloupéens? Ton micro. Parle dans le micro. J'ai dit bon courage pour cette saison et merci encore pour l'invitation. Bon, et puis surtout, pour toi aussi, beaucoup de courage, parce qu'il en faut, justement, dans ce milieu. D'accord? Edwin? Oui, alors le mot de la fin? Ouais, je voulais vous remercier. Merci pour cette invitation. Et j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci. Merci. En tout cas, nous aussi, nous avons passé de très bons moments avec toi, ça c'est sûr. Surtout nous, on va t'accrocher. Et surtout de t'accrocher, ça vaut le coup, donc ne lâche rien. Voilà. Merci beaucoup. On aura l'occasion justement de t'inviter une nouvelle fois dans l'émission s'il le faut. Jean-Yves? Il n'y a pas de souci. Pour ma part, je vais souhaiter du courage à nos deux jeunes, Kevin et Edwin, leur dire surtout qu'ils sont de l'autre côté de l'Atlantique et qu'on aura un œil sur leur performance, sur leur parcours, et en espérant que dans les prochaines années, vous voyez, moi j'aime apprendre l'exemple de Ivan Masson, parce que c'est vraiment le parcours atypique. Et à ce jour, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu penser qu'il serait arrivé là. Quand tu vois le gamin dimanche dernier au Vélodrome titulaire avec Saint-Étienne, c'est juste magnifique. Je voulais vraiment dire ça. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage à nouveau Kevin
Edwin dans leur parcours, dans leur cheminement, de façon à ce qu'ils visent le plus haut possible et pour ne pas avoir de regrets. C'est surtout cela. Merci. Parce que surtout, je voulais lui envoyer un petit message aussi à Jean-Yves, surtout que toi, tu as eu le temps de le voir je crois en U13. Tu l'as vu jouer tout petit, jouer défenseur central, je me rappelle. Absolument. Voilà. Donc ça doit te faire quelque chose aussi, c'est vrai. Ah, mais complètement. Ça fait du chemin, ouais. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci, Raphaël. Eh bien, c'est ce que j'ai tout dit, donc beaucoup de force et courage à tout le monde. La période est difficile, c'est clair pour tout le monde, mais il faut garder quand même l'espoir. Bon, on va s'en sortir et ne pas lâcher prise. Merci, Raphaël Spéronel. Steve? On va dans la continuité, c'est surtout moi, je vois les petits jeunes, donc c'est l'avenir de demain, de serrer encore un petit peu et d'encourager tout le monde. Et on va un petit peu toucher du bois, comme on dit, pour que les choses se règlent le plus rapidement possible et puis qu'on puisse retrouver le contact des gens, retrouver un peu notre sport et notre passion et pouvoir nous aussi amener ces images de plaisir et de bonheur. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. Merci à Jordan pour la réalisation justement de cette émission. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir.